up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue aujourd'hui avec Frédéric Cavé qui était venu il y a longtemps de cela, au tout début de l'existence de cette chaîne pour nous parler de John Ford, Fantasy John Ford. Mais je crois que c'était même pour la précédente chaîne, je crois que c'était chez Curé si je me trompe pas. Voilà, bref, en tout cas, je m'en mêle les pinceaux, mais moi, en tout cas, je renoue le dialogue avec toi et ça me fait plaisir, d'autant plus que pour deux choses. Premièrement, déjà parce qu'il y a un livre et on va parler d'Alfred Hitchcock, il y a ça, et puis surtout parce que c'est une maison d'édition qui est nouvelle, ça aussi on va en parler. Et ça a mis du temps pour qu'il y ait ce dialogue et comme d'habitude, c'est toujours de ma faute et j'en suis vraiment désolé, donc je le remercie pour sa patience. Je montre le livre, il est là, voilà, il y a un petit flou, on va faire ça comme ça peut-être, voilà. D'après Hitchcock, et c'est édité chez The Searchers édition. Alors là, Searchers, ça nous rappelle John Ford, ça nous rappelle La prison du désert, il y a toujours un lien. En tout cas, merci pour ta disponibilité, ta présence. Première question, très simple, très basique. Comment vas-tu ? Écoute, ma foi, très bien. Je suis content que le livre soit sorti. Je suis content pour les très nombreux auteurs qui ont travaillé sur ce projet avec nous, qui est un projet qui a pris quand même 2 ou 3 ans pour aboutir. Je suis content aussi pour l'équipe de graphistes qui a travaillé, le graphiste surtout, qui a aussi participé pleinement à la composition de l'ouvrage. Bref, pour toute l'équipe qui est derrière le livre, qui n'est pas du tout un livre solitaire, mais bien un collectif. Je suis très content d'être là et de pouvoir le défendre à tes côtés. Avant de commencer à parler de ça, du livre, de cet ouvrage collectif, dont j'ai oublié de dire que c'était avec la collaboration, c'est sous ta direction et c'est avec la collaboration de Johan Feuillet. J'ai bien prononcé son nom de famille ? Feuillet, voilà, c'est important. Et puis je vais citer après tous les contributeurs et contributrices et voire même bien évidemment les titres des textes parce que ça aussi c'est très très important. Parle-moi de cette maison d'édition. Alors, pourquoi The Searchers ? Pourquoi des questions très provocatrices de ma part. Pourquoi continuer encore d'espérer en l'édition ? Pourquoi faire des livres sur le cinéma ? Et ça serait quoi cette idée si on devait résumer peut-être l'intention, la note d'intention de cette maison d'édition, ce serait quoi exactement ? Écoute, elle est assez simple. Alors oui, il y a des raisons d'espérer. Je sais que l'édition de cinéma se porte pas forcément très bien en termes de vente, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Je pense qu'il y a énormément de bibliophiles aussi en cinéma. Je pense en faire partie, qui ont encore l'intérêt pour l'ouvrage, pour l'objet. Et puis aussi, tout simplement parce qu'il y a plein de pans du cinéma qui restent à défricher, à découvrir ou à réactualiser. Il y a des cinéastes qui sont intarissables. Et donc, ça créditait l'idée de fonder quelque chose qui ressemblerait à une maison d'édition. Évidemment, le lien avec Ford, il est assez évident, mais parce que le titre original de La prisonnière du désert s'est imposé à nous, et s'est imposé à nous aussi parce que quand même le public cible des auteurs était des universitaires. Il y avait 2 choses qui guidaient un petit peu notre volonté, c'était de redonner une place à des universitaires en dehors de maisons d'édition qui sont liées aux universités, Presse universitaire de Rennes ou d'autres universités en France. Et puis la deuxième chose, c'était évidemment d'être guidé par le cinéma américain, d'être guidé sur une recherche autour du cinéma classique américain. Donc Ford aurait pu faire partie de cette collection, bien entendu, mais Hitchcock s'est imposé à nous une fois que le premier autour de Ford était fait chez Focal. On a voulu reprendre la main. On a voulu tester donc le travail sur l'édition de A à Z à partir d'un projet jusqu'à sa conceptualisation. D'autant que l'équipe aussi était intéressée pour façonner un objet, travailler sur les textes, travailler sur l'iconographie, essayer de trouver des équilibres. Et donc tout ce travail, tous les gens qui étaient partants sur ce projet avaient un but assez précis, un objectif assez précis d'en faire un bel ouvrage. Et donc
L'idée, c'était d'amener avec nous des chercheurs et de travailler sur un projet commun qui, dans sa globalité, en tout cas au niveau de la maison d'édition, s'intéresse au cinéma classique américain. Et par rapport à ça, ce que tu disais au niveau du bel ouvrage, il faut, pour le bouquin dont qui nous réunit aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un travail incroyable sur l'illustration. Enfin non, pas illustration, c'est pas le bon mot, parce que au contraire, c'est tout sauf de l'illustration, parce qu'il y a plus, c'est des dialogues, c'est avec le texte. C'est ça qui m'intéresse, c'est là on parle, là voilà, on est en train de parler du livre, mais c'est pas grave. Comment choisir les bonnes images qui vont dialoguer avec le texte et voire même parfois même faire en sorte que certaines de ces images soient aussi un élément pour le coup de mise en scène dans le texte en lui-même. Comment on fait? Ça, c'est un gros travail aussi, j'imagine. C'est un gros travail, surtout. Alors, en fait, peut-être préciser pour ceux qui n'ont pas eu l'ouvrage entre les mains, les textes sont composés de 3 parties. Les images devaient ouvrir les textes. Ce sont en fait des images en jumelles, des petites vignettes en jumelles. Hein. L'idée, c'est de faire écho entre les films originaux d'Hitchcock et puis, évidemment, les films d'après Hitchcock concernés par les articles en question. Mais l'idée était de proposer d'abord les images pour remettre en tête, pour remémorer, pour créer des liens, créer du désir, en fait, pour lire l'analyse qui suit. Il y a évidemment le corps du texte et puis on a décidé également de mettre les notes universitaires, donc les notes de bas de page en fin d'article, pour 2 raisons, mais la raison principale était de pouvoir aussi, encore une fois, alimenter le texte par des références qui n'avaient pas trouvé la place dans l'article original. Et donc, ça laissait la possibilité de défendre des idées sur des notes un peu longues sans venir manger, si vous voulez, le corps du texte au cours de la lecture. Donc, il y a ces 3 parties vraiment savamment orchestrées dans chaque article. Et donc, pour répondre à ta question, là où c'est pas évident, c'est que évidemment les collaborateurs ne se connaissent pas forcément, ne savent pas exactement sur quoi travaillent les autres. Et donc, le premier défi, ça a été surtout de les inviter à ne pas choisir des images canoniques d'Hitchcock. La première volonté, évidemment, c'est de retrouver des plans de La mort aux trousses, de Psychose, bref, des plans finalement qui sont tellement essorés par des éditions et par la répétition de ces images, que le premier défi, ça a été vraiment d'expliquer aux auteurs que une image devait se retrouver un minimum de fois dans l'ouvrage, et donc de revenir sur un certain nombre d'articles pour justement essayer de tempérer la volonté de remettre des images si communes. Donc ça, c'était le premier défi. Le second défi, évidemment, c'était, comme tu le disais très très bien, c'était de proposer des images en vis-à-vis qui collaborent, qui dialoguent avec le texte. Et surtout, c'était aussi l'espace qu'on voulait attribuer à des films qui sont vraiment pas connus. Alors évidemment, bien sûr, pour tous ceux qui connaissent un petit peu Hitchcock et ses héritiers, il y a énormément de photogrammes qui sont évidents. Mais on trouve aussi des espaces pour mettre en avant des films moins connus dont le titre seul dans le corps de l'article n'aurait pas suffi à évoquer quelque chose. Je pense par exemple, pour prendre vraiment un exemple qui me vient en tête, La femme bourreau de Jean-Denis Bonan. Le film est pas assez connu pour que les gens immédiatement l'identifient à Psychose. Ce qui est pourtant, alors qu'il y a des liens, des allusions extrêmement directes dans ce film, au film d'Hitchcock. Et donc après, évidemment, voilà, c'est une orchestration du collectif dans son ensemble, et puis pour chaque texte, donc trouver vraiment des idées qui soient pas répétitives, redondantes. On a tout fait vraiment pour que les images se retrouvent normalement une seule fois. Je crois qu'il y a une fois où on a craqué, où finalement on a retrouvé, il y a un doublon, je crois, dans l'ouvrage. Alors attends, c'est drôle parce que tu parles d'images canoniques, mais moi j'ai envie de te dire, alors là c'est la question provocatrice, mais tu le savais parce que je t'ai envoyé le conducteur. Pourquoi encore Hitchcock aujourd'hui? Elle est provocatrice, hein, attention. Non, en fait, elle n'est pas provocatrice du tout. Et en fait, je pense que Hitchcock, c'est parfaitement le bon client parce que son travail permet évidemment un renouvellement critique permanent et également un renouvellement critique sur le travail des autres.
Depuis la sortie, enfin depuis l'élaboration grosso modo de ce livre, donc qui a pris corps à la fin de l'année 2019, vous avez un livre sur Hitchcock et la télévision qui est sorti par Gilles Delaveau. Vous avez le travail continu de Lydie de Cobert qui continue justement à traiter de thématiques extrêmement originales dans le travail d'Hitchcock. Qui est paru. Évidemment, le formidable livre de Jean-Loup Bourget sur le Hitchcock anglais et sur les liens qui tissent les deux périodes principales d'Hitchcock. Donc en fait, Hitchcock est toujours parmi nous, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je pensais être original en choisissant cet axe et finalement, depuis, pendant la confection de l'ouvrage, on ne cessait de voir arriver des nouveaux livres sur Hitchcock. Alors, évidemment, nous, notre particularité, c'est que c'est pas tant un livre sur Hitchcock que sur après Hitchcock. Voilà. Mais... Et puis la deuxième chose qui me paraît importante au-delà des livres et des recherches, c'est que Hitchcock est encore extrêmement présent par des truchements, notamment sur les plateformes, puisqu'on a eu un remake de Rebecca sur Netflix, La femme à la fenêtre également, qui est une espèce de relecture d'Hitchcock sur Netflix également. Donc on a également des héritiers hitchcockiens où Hitchcock passait à la lessiveuse, tout dépend comment on le voit, on le perçoit, mais qui sont extrêmement actuels. Et le titre est très important, d'après ou après, le D est en parenthèse, d'après ou après Hitchcock. Cela, j'imagine que ce titre, ça a été d'une évidence totale, je sais pas, quand vous en cherchez un en tout cas. Oui, parce qu'en fait, il y avait... L'origine de ce projet n'est pas tant de travailler sur cette matière-là au tout départ. La première matière, le projet remonte au début des années 2010, la première matière était Hitchcock et la télévision, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment aucun livre qui en traitait, et même les épisodes étaient difficiles à voir. Depuis, évidemment, le livre de Jean-François Roger et puis le livre de Gilles Delaveau sont venus combler un manque, mais à l'époque, il n'y avait absolument rien. Et une des idées qui était la nôtre n'était pas tant de traiter les épisodes d'Hitchcock que les épisodes réalisés par les autres grands cinéastes hollywoodiens qui avaient contribué à cette série. Je pense à Ida Lupino, Delmer Dave, enfin, voilà, des gens un petit peu comme ça. Et donc l'idée, c'était quand même Hitchcock avec les autres. Et après, effectivement, le d'après Hitchcock, il y a quand même une ambition dans le livre, c'est de traiter de deux aspects. Il y a un aspect cinématographique, évidemment, un leg qui est un leg esthétique, d'image. Et puis, il y a incontestablement aussi un leg théorique. Hitchcock est présent dans à peu près toutes les grandes tendances théoriques depuis l'après-guerre, ce qui fait quand même maintenant quelques décennies et puis quelques noyaux comme ça de théories qui se construisent avec ou contre lui. Et donc, il nous semblait évident que le livre devait être construit en deux parties, une partie qui revenait vraiment sur des héritiers esthétiques et puis une autre partie qui revenait sur des héritages théoriques. Et cette deuxième partie, elle n'est pas encore assez questionnée à mon avis. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre une première pierre modeste, même si les textes sont très fouillés, très bons, mais il y a un énorme chantier afin de prendre la mesure de l'intérêt d'Hitchcock dans la théorie du cinéma après 1945. Juste, j'ouvre une petite parenthèse, juste dire que Gilles Delaveau était venu sur la chaîne pour nous parler de son livre sur le rapport entre Hitchcock et la télévision. Avant de parler de la construction du livre, des textes et de nommer aussi les contributeurs et contributrices, je voudrais juste savoir, toi, Hitchcock, c'est quoi, Hitchcock dans ta propre histoire du cinéma, ça représente quoi exactement? Ah, juste une dernière chose, pardon. Quand tu disais Hitchcock est parmi nous, ça m'a fait penser à l'un des chapitres d'histoire du cinéma de Godard où il disait les signes sont parmi nous. J'aime bien croire qu'il y a de cela aussi parce que on pourrait dire finalement de manière assez basique, vraiment très très basique que Hitchcock finalement c'est le cinéma. Ça peut pas être autre chose, c'est le cinéma. C'est peut-être le seul auteur au monde que tout le monde connaît. Voire même ceux qui n'ont pas vu ces films, c'est devenu un adjectif hitchcockien. Donc, il y a de cela. Bon, je referme la parenthèse. Ton rapport Hitchcock dans ton histoire du cinéma.
j'en profite moi pour réouvrir la parenthèse juste avant, mais c'est simplement effectivement que Hitchcock est parmi nous sans le savoir. C'est-à-dire que vraiment, il y a des signes hitchcockiens qui sont absolument permanents et qui font que c'est vraiment un terreau inépuisable. Simplement, par exemple, le lendemain de la parution à l'imprimerie du livre, en écoutant une émission complètement par hasard sur la radio publique, j'apprends je découvre un film de Claude Miller que je connaissais pas. Finalement, je vois le film et la première scène du film de Miller, c'est Dis-lui que je l'aime, hein, que Miller tourne dans les deuxième partie des années 70. Et la première scène, c'est Depardieu qui va au cinéma voir Rebecca. Et donc, j'ai fini par devenir fou en disant, non, mais celui-là n'est pas dans l'ouvrage. Juste après, je redécouvre une pub de Jean-Jacques Hano dans les années 80 où c'est une allusion extrêmement claire aux oiseaux. Et depuis, je fais la liste de tous les films d'après Hitchcock qui sont pas dans le livre. Donc, ça veut vraiment dire qu'effectivement, Hitchcock est parmi nous. Involontairement ou pas, mais on peut croiser sa route en permanence. Évidemment, le parfum vert aussi de Nicolas Pariser vient corroborer, appuyer ce qu'on dit. Bref, en tout cas, toujours est-il, pour répondre à ta question, je pense que ayant une cinéphilie qui naît dans les années 90, je suis forcément un enfant d'après Hitchcock. C'est-à-dire que cette décennie-là est une décennie de remake hitchcockien. Alors, on peut en contester l'intérêt et la qualité, mais toujours est-il que ce retour à Hitchcock dans les années 90 est extrêmement massif. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas auparavant, il est présent depuis... nous, la première référence qu'on met dans le livre, c'est 1944, ou 48 peut-être, deuxième partie des années 40, où vraiment, il y a un film espagnol où le personnage va voir Rebecca au cinéma et cette projection lui redonne vraiment l'énergie, le goût de vivre et le goût de redevenir cinéaste. Donc c'est vraiment un moment matriciel du film. Et cette tendance, elle se trouve dans les années 60, mais de façon encore relativement modeste parce que Hitchcock est toujours en activité. Et puis dans les années 70, notamment dans le cinéma américain, on va commencer vraiment à voir cette première vague d'après Hitchcock qui ne se tarit pas dans les années 80. Elle diminue certes, mais elle ne se tarit pas. Je pense à un film comme Une femme en péril, par exemple, de Peter Yates, deuxième partie des années 80, et qui est là aussi un film complètement d'après Hitchcock. Bref, pour répondre à ta question, en tout cas, quand les années 90 arrivent, Hitchcock est vraiment une poule aux œufs d'or où on va en faire des remakes. Donc, vous avez le remake du Crime était presque parfait, le remake de Fenêtre sur cour, le remake de Psychose, le remake de Lifeboat. Bref, j'en passe. Donc, forcément, quand on a eu cette cinéphilie dans les années 90, on est quelque part un enfant d'Hitchcock. Donc, finalement, la découverte des films s'est faite parallèlement à ça. Et évidemment, en passant par les classiques les plus attendus d'abord, que sont Psychose, Vertigo, La mort aux trousses et Les oiseaux. C'est assez essentiel, effectivement. Alors, je vais, si tu as pas d'infos, je vais lire le sommaire, chaque texte de sommaire, avec le nom du contributeur, de la contributrice, et après on parlera de comment s'est déroulée cette construction, parce que j'ai l'impression que ça ne date pas d'hier, que c'est depuis un certain temps, la pensée par rapport à la construction de ce livre. Alors, il y a Hitchcock, Maître à filmer, Maître à penser, c'est toi qui l'as écrit, c'est ton introduction. Ensuite, La mariée était en noir d'après Marny, et c'est un essai de critique génétique interfilmique par Jean-Philippe Trias, qui était déjà venu d'ailleurs chez Microciné pour nous parler d'Orson Welles, si je ne me trompe pas. À la manière de, c'est La sirène du Mississippi, exercice de style hitchcockien par Sandrine Villers. L'héritage en trompe-l'œil, Les enfants illégitimes de Psychose par Arnaud Widendale. Scream Queens, de Janet Leigh à Jamie Lee Curtis, ça c'est génial. Enfin, on va peut-être en parler de ça aussi après. C'est l'écho d'une filiation. C'est tellement évident qu'on n'y pensait pas forcément, et Christophe Becker est là. Clint Hitchcock, ça aussi, on va certainement en parler. C'est Eastwood à l'épreuve du maître par Guillaume Agar. Une esthétique de la suspension, les effets transparence dans les films d'Alfred Hitchcock et de Gus Van Sant par Benoît Rivière. Hitchcock dans la doublure, Phantom Thread. Un revers hitchcockien par Céline Saturnino. Madeleine, es-tu là? L'archéologie d'une figure fantomatique d'après Sueur froide, après Sueur froide par Tristan Grandberg. Transparaître et repeindre.
Hitchcock à l'épreuve du found footage et réciproquement par Eric Touvenel. Le vertige au pluriel du mash-up, c'est Hitchcock et le remploi numérique par Robin Hopquin. Hitchcock au musée, les processus d'appropriation de Douglas Gordon et Pierre Huyghe par Marie-Laure Delaporte. Les visiteurs du noir, constellation hitchcockienne par Lydie de Cobert. Poussa, tricheur mineur, la réception critique d'Hitchcock dans la revue Positive par Tiffaine Brisset. Alors c'est entre 52 et 89, la réception critique. La chaîne et la foudre, les deux visages d'Hitchcock vus par la théorie française par Massimo Olivero. L'inquiétude du mal dominant, Hitchcock jugé par Laura Mulvey par Raphaël Jodon. Fenêtre sur couple, Hitchcock, le féminisme et ce qui gît sous les apparences par Charles-Antoine Courcou. Et le méta, ou l'expérience spectatorielle, le cas de Fenêtre sur cour par David Roche. Comment s'est passée la construction, comment ça a été construit, comment ça a été défini exactement? Et qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire, surtout? Peut-être qu'on devrait commencer par répondre à cette question. Je pense qu'elle est plus simple que la première. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'était déjà un ouvrage consacré à Brian De Palma. Ça, c'était la chose qui nous paraissait la plus absolue, parce que quand on fait des appels à contribution, même si on oriente les questions et les thèmes que l'on souhaite aborder, on n'avait qu'une crainte, c'est que les contributeurs reviennent en force avec Brian De Palma. Et donc, à notre grand étonnement, personne s'y est risqué. Et donc là, il y avait vraiment quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec notre affection pour le cinéma de De Palma, c'était juste une question de principe. C'est que si on voulait lancer une collection nouvelle, si on voulait faire un ouvrage qui se voulait original, en tout cas différent sur un cinéaste aussi appelé que Hitchcock, si jamais on croisait la route de De Palma, on avait plutôt l'impression que ça allait être un frein plutôt qu'un accélérateur d'intérêt. Alors finalement, on lui a réglé son compte, entre guillemets, puisqu'il y a une vignette qui fait appel à De Palma, et c'est la dernière vignette du livre. Comme ça, on était sûr de pouvoir quand même y penser, hein, parce que c'est un cinéaste important pour ça. Donc ça, c'était vraiment la première tendance, l'idée de sortir un petit peu des sentiers battus et d'attendre des contributeurs une proposition qui était originale. Même si, comme tu le disais tout à l'heure, elle pouvait relever de l'évidence. C'est pas parce que c'est évident que ça a été traité, c'est pas parce que c'est évident que ça ne mérite pas une nouvelle approche. La deuxième chose qu'on voulait pas faire, et là je suis vraiment rassuré en quelque sorte, c'était de travailler sur Hitchcock et l'autocitation. Immédiatement, on sait que, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la filmographie d'Hitchcock, l'autocitation était quasiment un passage obligé. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on a écarté très très vite afin de bien penser aux héritiers d'Hitchcock, de faire un livre, avec des cinéastes nouveaux plutôt que centré sur lui. Et là où je suis rassuré, c'est que si tu as feuilleté le travail de Jean-Loup Bourget, justement, son travail sur le cinéma anglais d'Hitchcock, achève finalement cette idée d'autocitation, et Jean-Loup Bourget le fait très très bien. Donc encore heureux finalement qu'il n'y ait pas deux livres un peu en balance au même moment sur ce sujet-là. Donc il était évident qu'on voulait traiter de deux matières. La première, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'était une matière filmique, et puis une matière théorique. Donc le livre s'est vraiment retrouvé très vite coupé en deux parties entre ces deux aspects. Et l'idée était de faire un jeu d'écho, alors qui n'est pas forcément tenu de A à Z, mais de faire un jeu d'écho entre ces deux parties. Le travail de Jean-Philippe Trias et de Sandrine Villers, c'était justement sur plutôt des héritiers caillés, et François Truffaut en particulier, donc ça ouvre le livre, et on trouvait intéressant que le travail de Tiffaine Brisset sur Positif ouvre la partie théorique. Voilà, c'est ce genre d'écho qui ont structuré l'ensemble du livre. De même, on savait finalement,
L'autre chose qui paraît importante, tu citais Jean-Philippe Trias et puis le d'après Wells tout à l'heure, enfin après Wells tout à l'heure, il y avait effectivement aussi des affinités avec des projets qui n'étaient pas du tout en concurrence parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient été mis en chantier, mais au contraire de résonance. Et donc l'idée était de travailler aussi cette matière-là, à partir d'un autre livre qui est un livre américain, celui-ci qui s'appelle After Hitchcock. Et là aussi, c'est un livre qui a été découvert une fois que le projet a été lancé. Mais ce que dit ce livre dans son introduction, ils disent quelque chose de finalement très intéressant. Ils disent qu'il y a 4 manières d'approcher Hitchcock. Les 4 manières seraient les suivantes. D'une part, travailler sur le rapport au cahier du cinéma, politique des auteurs, comment Hitchcock se retrouve dans la filmographie de ceux qui l'ont défendu en tant que critique. Deuxième axe, c'était les empreintes des films matrices, retrouver Psychose, La mort aux trousses, Les oiseaux, Vertigo chez les autres. Ou bien de faire des comparaisons auteuristes, faire des comparaisons, et l'influence de Hitchcock chez Brian De Palma, l'influence de Hitchcock chez Dario Argento, chez Almodovar, par exemple. Et enfin, la dernière piste, c'était de travailler plutôt sur un héritage muséal, puisque Hitchcock aussi a cette particularité d'être peut-être l'un des seuls cinéastes classiques de l'histoire du cinéma à faire autant l'objet d'œuvres muséales ou bien d'œuvres de ce qu'on appelle le cinéma expérimental. Je ne vois pas d'autres cinéastes classiques qui ont joui de la même aura pour, en tout cas, d'un retour à la matière de leurs films pour en faire des films nouveaux ou des œuvres nouvelles. Et donc, en fait, ces 4 dynamiques ont aussi gouverné la structure du livre. Il y a bien un rapport à l'héritage cahier, avec donc le travail sur François Truffaut. L'intérêt du texte de Jean-Philippe Trias, c'est de retravailler à partir d'archives pour voir aussi ce que Truffaut a mis puis enlevé à La mariée était en noir à partir de Pas de printemps pour Marny. Le travail sur La sirène du Mississippi était d'en voir vraiment un film somme sur le travail de Truffaut avec Hitchcock. Alors que c'est généralement un film écarté. Souvent, on s'arrête juste avant pour dire que Truffaut avait fait le tour un petit peu de Hitchcock et on lance une nouvelle dynamique dans la carrière de Truffaut à partir de La sirène du Mississippi, alors que ce qui est annoncé ici, c'est de dire non, La sirène du Mississippi est vraiment le film somme des rapports de Truffaut à Hitchcock. Ensuite, l'idée était quand même de revenir sur des films canoniques. On pense à Psychose et Vertigo, qui font l'objet quand même d'analyses vraiment nouvelles, différentes. Alors, dans celui que tu cites sur Psychose, c'est plutôt le travail avec la Hammer, les liens de la Hammer avec des films de la Hammer, avec Psychose. Et puis on a rajouté aussi, parce que ça nous semblait très important, du travail de William Castle aussi, qui est à la fois un héritier extrêmement direct, mais comme c'est une filmographie mal connue, quand même, ça nous semblait très important de le mettre en valeur. Et le travail sur Vertigo, c'est un travail sur la figure de Madeleine et comment cette figure, à la fois, elle provient de la littérature. Ça, c'est une chose qu'on savait, mais ça a été multiplié, ou déplié plus exactement par Tristan. Et donc, et après, elle se retrouve aussi dépliée dans un certain nombre de films auxquels on ne pense pas forcément en pensant à Vertigo. Et puis, l'idée, c'était quand même de faire des binômes. En terminer avec ta question, c'était de faire des articles qui fonctionnent un peu en écho. Alors, 2 articles sur Truffaut, 2 articles sur des cinéastes un peu inattendus pour parler de Hitchcock, qui sont Clint Eastwood et Gus Van Sant. 2 articles qui traitent donc des figures expérimentales ou du mash-up. Et ça fonctionne un petit peu moins dans la deuxième partie. Il y a moins de binômes, mais la deuxième partie se voulait comme ça des tranches, des études beaucoup plus ciblées sur des théories précises. Alors, ça peut être le gender studies, ça peut être la réception critique, ça peut être la question du méta. Et comme ça, là, les articles sont plus individualisés. Mais
quand on lit le livre, quand on s'aperçoit assez rapidement que ce cinéaste, de par l'intitulé de certains textes, comme L'inquiétude du mal dominant ou Fenêtre sur couple, etc., ou le méta, on a cette impression que ce cinéaste avait plus qu'une longueur d'avance sur la société dans laquelle il vivait, parce que ça parle aussi de sociétés diverses, comme celle de la nôtre aujourd'hui en 2023. Et j'ai l'impression que ce livre dit ça aussi en profondeur, que c'est un cinéaste complètement intemporel, qu'on peut encore trouver des choses dans ses films qui peuvent nous parler à nous, citoyens de 2023. Est-ce qu'il y a de cela? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les héritiers d'Hitchcock ont essayé d'une façon ou d'une autre de l'actualiser. Ce qui est très intéressant avec un film comme Apparence et le texte de Charles-Antoine est très pertinent là-dessus, c'est de dire effectivement on pourrait voir dans le film de Zemeckis qu'un simple remake Hitchcockien ou un simple exercice de style, ce qui n'a pas manqué d'être souligné à sa sortie. Il y a effectivement des plans qui sont extrêmement communs, il y a des motifs Hitchcockiens qui sont repris tout au long du récit, mais le plus important finalement, c'est de voir que qu'on peut faire un nouveau film à partir d'Hitchcock, tout en déployant, en intellectualisant finalement une portée féministe. Ce que dit le texte finalement, c'est ça, c'est de s'intéresser pas tant au film d'Hitchcock lui-même que au film Apparence de Zemeckis, qui est un film qui a été beaucoup méprisé. Or aujourd'hui, celui-ci a une véritable actualité quand on sait le lire. C'est le travail du refoulé, c'est le travail de Michelle Pfeiffer, qui est donc l'héroïne qui va chercher à porter le récit et à porter la narration. Et finalement, ce qui est intéressant dans les films ou les théories qui ont été analysées ici, c'est de voir que Hitchcock est un socle solide et qu'à partir de ce socle, on peut travailler des nouvelles œuvres et ces nouvelles œuvres nous disent quelque chose du contemporain, même si elles ont 20 ans d'écart. Après, ce que tu disais aussi est juste, puisque c'est le travail de Raphaël Jodon dans le livre, c'est de dire que Hitchcock a été a une œuvre qui est plus ambiguë, plus complexe, et que si on lui attribue une étiquette définitive, forcément cette étiquette va très très vite se détacher parce qu'elle n'est pas tenable. Donc de dire par exemple, et donc sur la question féministe, de dire que Hitchcock ne serait qu'un cinéaste qui tue des femmes pour aller très vite. C'est notamment le cas dans Psychose, c'est le cas dans Frenzy, pour prendre des modèles très évidents. Une partie qui prend plaisir. Qui prend plaisir à tuer les femmes. Qui plus est. Ouais, c'était ça qu'on lui reprochait. Ouais. Qui plus est, dès le texte de Laura Mulvey sur le sujet, on voit bien qu'Hitchcock n'est pas un bon client, n'est pas un cinéaste sur lequel on peut taper facilement et puis lui régler une bonne fois pour toutes son compte. Au contraire, c'est justement le cinéaste qui permet de faire, que cette théorie finalement, que ce point de vue fonctionne que d'une certaine manière. Et les féministes, d'après Mulvey, ne se sont pas trompées, puisqu'elles sont revenues dessus. Je pense notamment à Tania Modleski, qui a travaillé sur Hitchcock en tempérant ce point de vue de départ. Il y a deux, trois choses. Alors, on peut pas tout dire, malheureusement, ça vous le savez. D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose de très important dans le descriptif de la vidéo. Il y a toutes les informations pour celles et ceux qui veulent se procurer, bien évidemment, le livre. Mais il y a deux, trois petites choses sur lesquelles j'aurais bien voulu t'entendre. Alors, sur quelque chose qui peut paraître évident pour nous qui questionnons en tout cas l'objet cinéma depuis très longtemps, mais ça serait bien peut-être de nous parler un peu de la réception critique, parce que c'est un élément important de la réception critique d'Hitchcock dès le début avec les cahiers du cinéma, et un peu positif. Quelle est cette réception critique ? Cette réception, d'une part, la chose est très connue, mais Hitchcock est absolument mal perçu
au moment dans les années 50, ça c'est incontestable. Alors, il y a un moment de bascule qui est quand même le livre de François Truffaut, d'entretien de François Truffaut à la fin des années 60, où là, vers 66-67, finalement, alors que Hitchcock est quand même sur la fin de sa carrière, il y a un retour. Il y a un retour critique qui s'opère incontestablement. Il y a une légitimation qui se fait au moment où le cinéma, selon Alfred Hitchcock, sort. D'autant qu'il est précédé de quelques années, j'ai plus vraiment les dates en tête, mais d'un travail assez important quand même de Jean Douchet, et puis du livre de Romer et Chabrol à la fin des années 50. Après, effectivement, les cahiers les ont forcément l'ont défendu bec et ongle, mais là aussi c'est une évidence que de dire ça. Et par rejet, là pour le coup un peu de Chapelle, positif, a choisi lui un camp adverse, mais qui n'est pas un camp qu'il faudrait railler finalement. Ce que dit le texte de Tiffaine Brisset, c'est également que les positions de positif dans les années 50 ne sont pas du tout des positions à écarter, à dénigrer, sous prétexte qu'elles ne seraient pas laudatives. Dans les années 50, ce que révèle aussi l'intérêt pour Hitchcock, ou au contraire Hitchcock comme repoussoir, c'est une posture critique qui est une posture beaucoup plus, là aussi c'est une évidence, mais beaucoup plus militante, beaucoup plus volontariste dans le choix de certains sujets. Ce qui est intéressant finalement, c'est que cette position a changé, et aujourd'hui c'est d'ailleurs amusant de voir que autant les critiques de positif ou assimilés au cahier du cinéma travaillent sur Hitchcock. Jean-Loup Bourget, par exemple, est une plume de positif depuis de très nombreuses années, et son livre n'est absolument pas à charge. Au contraire, il y a un vrai respect pour l'œuvre, et il ne partage pas du moins visiblement, il ne partage pas le rejet de ses aînés. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les films d'Hitchcock ont été, à un moment donné, certains d'entre eux du moins, n'ont pas été visibles. Donc, ce qui n'a pas permis aussi une relecture régulière, disons une cohabitation avec les films d'Hitchcock dans les années 70. Donc, d'une part, donc, sa carrière se termine évidemment avec ces deux films-là, les deux films dans les années 70 que sont Frenzy et puis Complot de famille, mais en même temps, les autres films qui sont mythiques ne sont plus vus par la nouvelle génération, et donc il y a du temps, il se passe vraiment un certain temps avant qu'on puisse accéder aux films d'Hitchcock. Et donc rares sont ceux qui le prennent au sérieux dans cette décennie-là. Je veux dire, les cahiers du cinéma, pour le coup, l'ont complètement abandonné. Là, il y a un revers systémique que l'on connaît suite à leur révolution autour des années 70. Et d'un autre côté, pendant que les cahiers oublient, si j'ose dire, oublient Hitchcock ou ignorent Hitchcock, Positif s'en empare, avec deux articles extrêmement fascinants de Jean-François Tarnowski, qui sont des articles arides, difficiles, mais qui prennent en charge donc vraiment une analyse quasiment au photogramme près des films d'Hitchcock, notamment Frenzy et Psychose, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a encore deux questions. Tiens, celle-là, une qui n'était pas prévue, mais je l'ai pas grave. Dès le début, tu écris quelque chose, là pour le coup c'est toi, qui m'avait, j'aurais bien voulu que tu développes, c'est sur le travail cinématographique d'Hitchcock. Alors, je vais quand même essayer de retrouver. Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu écris. De fait, le travail cinématographique d'Hitchcock est d'abord aimé et laisse place à des exercices de style. Donc tu cites Truffaut, Chabrol, etc. Examiné ensuite, bon, De Palma, Gus Van Sant, Polanski, exploité enfin, le thriller Hitchcockien des années 90, ça, on en a parlé dans la conversation. Mais tu dis non sans être critiqué. Et là, tu cites Antonioni, Altman ou Tarantino qui ont attaqué son artificialité. Bref, j'aurais bien voulu que qu'on en parle de ça, le fait qu'il y ait eu des cinéastes qui ont attaqué
ou critiquer entre parenthèses ce travail-là, même si après tu expliques quand même que bon, ils en ont quand même assimilé les motifs. Mais c'est intéressant ça, cette idée d'attaquer une œuvre comme celle d'Hitchcock, entre parenthèses, attaquer. Alors, ce qui est compliqué avec ces cinéastes-là, c'est que, à ma connaissance, du moins, hein, et là, elle est parcellaire, c'est incontestable. Ce qui est intriguant, c'est que ça n'a pas été des attaques forcément extrêmement développées, construites, mais plutôt de l'ordre de la pique. Enfin, en tout cas, chez Tarantino, c'est extrêmement évident. Ça a été dit lors d'interviews. Il l'a déjà fait pour d'autres cinéastes classiques, notamment pour John Ford, pour le coup, où il explique qu'il n'aime pas trop les films de Ford, où il n'aime pas trop les films d'Hitchcock. Sous prétexte, alors souvent, il y a deux prétextes hein, dans son discours. Le premier, c'est un prétexte politique. C'est de dire que finalement, comme Ford ayant participé à Naissance d'une nation, et puis il n'a pas été très clair sur un certain nombre de films, sur les Indiens, sur la nation américaine, donc on va le vouer aux gémonies, alors que, évidemment, Ford est cité dans les films de Tarantino, et Tarantino fait exactement la même chose avec Hitchcock, où il explique que c'est vraiment un cinéaste, une œuvre un peu ripollinée, un peu confite dans les années 50, dont il ne supporte pas l'esthétique, et évidemment par provocation, mais je pense aussi par sincérité, il dit toujours préférer les suites de Psychose à Psychose. Et en même temps, si on regarde par exemple Inglourious Bastard, il y a au moins 3 références explicites, mais qui sont des reprises littérales de plans, qui sont des reprises de plans Hitchcockiens. Et toujours évidemment, comme le fait Tarantino habituellement, c'est-à-dire des reprises qui ne sont pas du tout gratuites, qui sont intégrées dans le récit, qui disent quelque chose et des personnages et de ses intrigues. Donc en l'occurrence, il y a Le crime était presque parfait, et puis je vais avoir un trou de mémoire, La main au collet également. Avec la cigarette, ce plan très connu qui est une auto-citation d'Hitchcock, mais la cigarette qui finit dans un œuf au plat. Ici, la cigarette finit dans un gâteau quelconque, je ne sais plus très bien. Mais encore une fois, ça participe au récit. Pour Altman et Antonioni, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des gens qui ont reproché à Hitchcock finalement une artificialité, quelque chose de 2 ordres. Une artificialité qui amène à de la superficialité. Pour Altman et pour Antonioni, finalement, la critique a été relativement similaire. Là encore, il faudrait préciser un petit peu mon propos avec des recherches plus poussées, mais dans l'absolu, si vous voulez, c'est une artificialité qui est tellement démonstrative qu'elle finit par être repoussante, qui a un problème d'adhésion du spectateur et qui a un problème avec le réel, le vérisme. Or, toujours pareil, et Altman et Antonioni ont pourtant fait des clins d'œil à Hitchcock, notamment Antonioni qui s'est pas privé d'en faire autant dans ses films italiens que dans ses films américains. D'après Hitchcock, après Hitchcock, c'est édité chez The Searchers Editions sous la direction donc de Frédéric Cavet avec la collaboration de Johan Feuillet. Et Frédéric était venu pour nous en parler. Une dernière question, parce qu'à un moment tu as fait un lapsus, tu disais pour dire livre, tu as dit film, et ça me faisait penser à quelque chose. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait être intéressant d'organiser une espèce de rétrospective comme ça de films d'après Hitchcock? Alors moi j'en serais le premier avis. Alors, mais malheureusement ce serait pas original. Parce qu'il y a 2 grandes tendances, une tendance muséale, hein, le Centre Pompidou au début des années 2000 avait fait une rétrospective, enfin une programmation autour de films d'après Hitchcock. Les cinéphiles 2.0 s'amusent sur les réseaux à concevoir des programmations là aussi extrêmement stimulantes autour de lui. Néanmoins, c'est vrai qu'on est en train de travailler quand même, disons en Bretagne, là où est notre région d'origine, à une circulation, à une programmation de films comme ça qui permettrait à la fois de redécouvrir les films d'Hitchcock en salle, ce qui n'est pas rien, et à la fois évidemment de créer le débat à partir de films de ses héritiers qui, on a peut-être oublié de le souligner ou je ne l'ai pas dit avec suffisamment de force, c'est que
les héritiers d'Hitchcock ont créé des œuvres qui sont absolument parfois intéressantes, hein, voire géniales. Donc Hitchcock n'est pas le génie et les autres que des petits disciples. Ce sont vraiment deux œuvres qui se complètent, qui sont extrêmement organiques, bien plus qu'on ne le croit. Et notamment, puisque tu le soulignais tout à l'heure, mais on n'en a pas reparlé avec Eastwood ou avec Van Sant, ce sont vraiment des filmographies ou des œuvres extrêmement importantes, chacune de leur côté, mais le croisement, la rencontre des deux œuvres fonctionne aussi pour créer un univers à la fois commun et original. Après Hitchcock, sous la direction de Frédéric Cavé, c'est édité chez Searchers Éditions. En tout cas, merci à toi d'être revenu pour en parler. Et puis, 3 points de suspension, comme on dit. À très vite pour la prochaine émission. Merci à toi de m'avoir invité. Mais je t'en prie. À très vite. À très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.